Monsieur Henry. Eh ben, merci également pour cette invitation. Donc, je suis heureuse de présenter mon travail à la suite d'Aline. Et ce que je trouvais frappant dans ta présentation, c'est qu'à la fois l'AERES qui vient après se démarque dans les discours, mais en réalité se fonde aussi sur tout ce travail de défrichage qui a été fait auparavant. En fait, il est probable que ça n'aurait jamais pu exister sans toutes ces initiatives qui lui précèdent de longtemps, de longue date. Donc moi aussi, je vais présenter quelques résultats de mon travail de doctorat qui a donné lieu à la parution d'un livre qui s'appelle Les valeurs de la science. Donc ce livre et cette enquête portent sur l'évaluation de la recherche. Donc là, on va aller plutôt sur le focus laboratoire de recherche sciences, mais dans les sciences humaines et sociales. Alors si j'avais su qu'il y aurait cette intervention, j'aurais fait sur le droit, mais désolée, c'était principalement sur la géographie et la littérature. Alors au début, ce qui m'intéressait, c'était la question de la quantification de la qualité académique. Donc la question de comment est-ce qu'on introduit des indicateurs dans les SHS. Et c'est avec vraiment la ferme idée de travailler sur ça que je suis entrée pour la première fois en 2010, je me souviens, dans les locaux de l'AERES, donc qui est devenu ensuite l'HCERES. Ces locaux étaient assez confortablement aménagés parce que pas mal d'argent avait été donné pour alimenter justement cette nouvelle mission d'évaluation. C'était à la place de la Bourse à Paris. J'ai été rencontrer les personnes qui travaillent à l'AERES et je leur ai fait part de mon intérêt pour les questions d'évaluation et ils m'ont invité à une commission interne de réflexion sur plusieurs mois qui s'appelait Séminaire sur les indicateurs en sciences humaines et sociales. Donc c'est quand même rare d'avoir un terrain qui s'ouvre exactement sur le sujet que l'on cherche. Donc évidemment, j'ai sauté sur cette occasion et je suis restée pendant 3 mois, environ chaque semaine, sur une durée de 3 à 4 heures dans les sous-sols de l'AERES où l'ensemble des représentants des sciences humaines et sociales se réunissaient pour essayer de discuter évaluation et indicateurs. Donc, en me demandant un peu qui sont ces personnes, ce qu'ils font et ce qu'elles font et quels enjeux de leur travail, je me suis rendu compte qu'en fait, ces universitaires réunis ici faisaient tout sauf construire des indicateurs. Ils étaient bien plutôt en train de débattre de leur vision de la recherche, de leur vision de la science et de la façon d'apprécier en fait la qualité de leurs travaux. Donc ces observations, elles ont été assez décisives pour m'amener à une reconstruction de mes objets de recherche. Et le parti pris, ça a été finalement de travailler sur une activité récurrente, très routinière finalement dans la profession scientifique, donc l'évaluation. On voit bien que c'est très ancien. Et de travailler cette question à un moment où les règles du jeu sont repensées, en fait, à un moment où finalement les modalités se transforment et où des nouveaux acteurs sont susceptibles de prendre le pouvoir sur les critères de jugement qui comptent, puisqu'on est dans une période de bouleversement. Donc finalement, en me penchant un peu sur la littérature existante, je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux sur les effets des réformes sur les travailleurs, mais parfois reste dans l'ombre l'influence et le rôle éventuel de certains d'entre eux dans l'élaboration ou la mise en œuvre d'instruments qu'on dit parfois rapidement managériaux. Donc un peu à la manière d'Aline, finalement, l'idée c'était de renverser un peu la perspective et d'observer non pas les scientifiques en train de faire avec des réformes dans leur domaine et dans leur quotidien de travail, mais des chercheurs en train de bâtir, de débattre des normes d'évaluation et des manières de réguler le travail de leurs collègues. Donc le livre, il a cette présentation, donc c'est une couverture assez sobre, Les valeurs de la science, paru en 2020. Donc quelques mots sur les méthodes. Alors ça s'appuie sur une enquête de terrain qui combine une centaine d'entretiens approfondis d'une durée d'1 heure à 6 heures, un corpus de sources écrites, donc notamment des archives nationales, mais aussi des archives personnelles des enquêtés qu'ils me confiaient à la fin des entretiens ou recueillis directement au sein de l'AERES, des pamphlets, des blogs publics, privés, etc. Et puis des observations ethnographiques d'espaces où sont construits et débattus les critères, mais aussi où sont mises en pratique les évaluations, donc notamment en suivant un comité de visite de l'AERES. Et à l'appui de l'analyse qualitative, j'ai aussi construit et exploité 2 bases de données. L'une sur les trajectoires biographiques en fait, des scientifiques qui travaillent pour cette agence et une autre sur les critères de jugement qui sont mobilisés au concret dans les rapports d'évaluation pour évaluer la qualité des laboratoires de recherche.
Donc, ça se déroule en 5 temps, cette histoire. Donc, le premier chapitre, une agence d'État pilotée par des scientifiques. Donc, ce premier chapitre, il montre qu'en fait, la mise en place de cette agence, c'est un objet de lutte entre des acteurs qui ont des identités diverses, hein, donc des scientifiques, des administratifs, des consultants, des hauts fonctionnaires. Et je cherche à savoir qui, dans cette agence, façonne finalement les instruments d'évaluation. Et donc, l'enquête révèle qu'il ne s'agit pas d'experts qui sont situés en dehors de la profession académique, en tout cas pour ce qui est de l'évaluation de la recherche, mais bien de scientifiques en exercice dont je dresse un portrait assez détaillé. Le deuxième chapitre se demande, mais qu'est-ce qu'ils font donc dans cette agence ? Pourquoi ils s'investissent dans cette institution qui est controversée au moment de sa création ? Et donc là, le chapitre 2, il montre comment des acteurs vont réinvestir leur parcours universitaire, leur expérience du métier, pour justifier la nécessité de le réformer. Donc il prône notamment l'idée qu'il faut mettre en règle, procéduraliser le jugement scientifique, et l'objectif étant d'éviter les proximités, les conflits d'intérêts. Donc je montre en fait comment des universitaires peuvent en venir à endosser des discours que l'on décrit parfois comme managériaux ou qui sont habituellement conçus comme venant de l'extérieur. Donc pourquoi certains universitaires vont promouvoir un contrôle accru des pratiques de leurs collègues. Le chapitre 3 montre que quand bien même finalement les membres de cette agence défendent des bonnes pratiques, ces bonnes pratiques ne s'imposent pas nécessairement ni toujours dans le monde scientifique et certains instruments subissent d'importantes remises en cause. Quelques critiques permettent d'entraver certaines réformes et donc le chapitre 3 s'intéresse à un cas de carrière avortée de classement de revue en littérature. Le chapitre 4, il s'intéresse aux évolutions en fait, des façons d'évaluer la science à l'intérieur de cette agence. Donc là, je prends pour objet la commission que j'ai observée et je montre un petit peu comment est-ce que se redéfinissent les normes concernant ce qu'est une recherche de qualité au sein de cette agence. Et le dernier chapitre dont je vais vous parler plus en détail, c'est vraiment la question des appropriations que les évaluateurs font des instruments de l'AERS quand ils évaluent les travaux de leurs collègues. Donc là, j'essaye de rentrer vraiment au cœur de ces pratiques d'évaluation en combinant donc, les approches et je compare les pratiques de jugement au concret. Je voulais retracer un petit peu dans les grandes lignes quand même l'architecture pour voir un peu où se situe ce que je vais vous raconter. Donc la création de cette agence, elle s'accompagne d'une importante formalisation des conditions d'exercice du jugement. On a beaucoup de caricatures, par exemple, à ce moment-là, qui prennent pour objet la bureaucratisation importante du jugement. Un enquêté qui me disait, par exemple, quand on a 30 pages d'explicitation de comment on forme un comité de visite pour un comité de visite qui dure que 2 heures, c'est vraiment un intense outillage avec beaucoup de guidelines, etc., de procédures. Donc beaucoup plus que ce que nous racontait Aline par rapport au CNE où c'était plutôt, ça venait un peu du bas, c'était aménagé. Là, au contraire, on a des procédures qui sont extrêmement détaillées. Du coup, ça permet de questionner un petit peu, finalement, comment et où se situe l'exercice du jugement académique, parce qu'on a, en gros, 2 grands types de travaux sur le jugement. Un type de travaux qui va insister sur le fait qu'en fait, c'est en fait la compétence de l'expert qui se fonde sur son expérience qui va primer dans l'évaluation. Donc par exemple, dans le domaine de la critique d'art ou des œnologues, par exemple, ceux qui goûtent le vin, etc., avec une idée d'une expertise qui est vraiment fondée sur une expertise corporelle, incorporée, etc., avec pas beaucoup de formalisation finalement de procédure. Donc on aurait ce type de régime de jugement. Et puis un deuxième pan de travaux qui montrent que certaines réformes qui vont vers une rationalisation des pratiques expertes, vont finalement déposséder les professionnels de leurs compétences finalement et de leurs pratiques de jugement. Donc là, peut-être sans surprise, ce que je vais montrer, c'est que justement, c'est une articulation de ces différents régimes de jugement qui se donnent à voir finalement, c'est-à-dire que comment est-ce que s'articulent à la fois des outils assez formalisés et une compétence d'expert. Alors, comment est-ce que les enquêtés parlent de leur travail d'évaluation ? Donc d'abord,
quand il s'agit d'évaluation de la recherche, la plupart des évaluateurs que j'ai rencontrés et des membres qui représentent les disciplines en sciences humaines et sociales à l'AERES racontent en fait qu'ils ont vraiment une identité d'universitaire qu'ils cherchent à mettre en avant. C'est très important pour eux dans les discours. Et là, je vous ai mis un extrait d'entretien d'un enquêté qui raconte un comité dysfonctionnel. Il m'a dit, voilà, le comité dysfonctionnel, j'ai eu l'impression que c'était un dialogue de sourds, donc entre la peau les évaluer. Ce n'est pas très difficile puisqu'on fait le même métier. Mais il y a des gens qui, au lieu de rentrer dans l'esprit de l'évaluation par les pairs qui est celle « nous sommes collègues, donc on essaye de se juger sur la base d'une expérience commune », ils prennent une sorte de casquette AERES comme si à ce moment-là, ils n'étaient plus des universitaires, mais dans une posture d'évaluateur extérieur. Alors qu'il faut bien assumer le fait que l'on est à l'intérieur. Donc, au cœur de la pratique du jugement, c'est un peu la collégialité qui ressort. Et pour ces enquêtés, c'est la proximité en fait avec leur pairs qui va assurer le fait que le jugement est équitable et surtout informé. Un autre membre de l'AES m'avait dit l'autre, c'est moi. C'est ça l'évaluation par les pairs. Donc je trouve que cette formule qui est très élégante résume bien la façon dont ils ont envie de mettre en avant leur identité partagée avec les évalués. Mais cependant, voilà, quand on rentre un peu dans la pratique de l'évaluation, on voit bien que quand bien même ils sont proches de leurs évalués, ils ne sont pas complètement libres de la façon de juger. On pourrait dire que c'est une sorte d'évaluation par les pairs sous surveillance, si l'on veut, parce qu'ils doivent quand même mettre en œuvre un certain nombre d'outils dans leur pratique d'évaluation. Donc, j'ai voulu voir voilà, comment est-ce que les évaluateurs s'approprient certains critères qui leur préexistent. Et donc, pour ce faire, j'ai construit donc, une base de données avec un corpus de 54 rapports d'évaluation de laboratoire entre la littérature et la géographie. Et j'ai travaillé notamment à partir de 3 rubriques de ces rapports. Pourquoi ? Parce que c'est des rubriques qui restent stables dans le temps et donc elles me permettent des comparaisons. Et puis, c'est des rubriques qui, en fait, sont laissées plus ou moins à la discrétion des évaluateurs. Donc, c'est en fait ce que les évaluateurs retiennent comme point fort, point à améliorer et recommandations. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, la moins encadrée du rapport, puisque c'est là où les évaluateurs doivent dire ce qu'ils retiennent de cet exercice d'évaluation. Donc, du coup, c'est intéressant de repartir de ces critères en pratique parce que ça permet de voir comment se construit la définition d'un bon laboratoire de recherche à partir justement des pratiques même des évaluateurs. Et donc, pourquoi j'ai comparé ces 2 disciplines ? Parce qu'elles ont des normes de fonctionnement un peu divergentes au sein des sciences humaines et sociales. Il y a une branche de la géographie notamment qui est considérée comme assez proche des modèles de recherche en sciences expérimentales, avec des normes de publication aussi un peu plus standardisées. Et aussi une organisation du travail plus collective que ce que mes enquêtés en littérature notamment m'indiquent. Donc voilà, du coup, ce que j'ai essayé de faire, j'ai procédé en plusieurs temps. La première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de regarder où est-ce que les rapports, sur quels éléments les rapports étaient les plus convergents entre les 2 disciplines. Donc j'ai regardé les critères mobilisés à part égale ou à peu près entre les rapports en littérature et en géographie. Donc là, dans les points forts qui sont en fait communs, que en gros tous les évaluateurs plus ou moins soulignent, j'ai mis aussi le nombre d'occurrences, combien de fois est-ce qu'on retrouve ce critère finalement. On a l'idée d'avoir des collaborations, collaboration académique, nationale, européenne, la qualité de l'encadrement et aussi une préoccupation qui ressort, les manifestations scientifiques collectives et puis en miroir, en fait, dans les points améliorés et recommandations, on a la question de la cohérence thématique de l'unité à améliorer, avoir plus de collaboration, regrouper des composantes. Alors, on voit bien que ce n'est pas tout à fait innocent, fusionner avec d'autres équipes. Il y a cette idée aussi de masse critique, qui est aussi une doxa qui est assez souvent présente. Et puis, la question aussi du manque de personnel qui ressort, donc notamment le personnel administratif. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai fait cette analyse, c'est que d'abord, j'ai observé qu'il y avait finalement assez peu de critères communs qui concernent la qualité scientifique, à proprement parler. Ce n'est pas des critères qui portent là-dessus. En fait, donc ça ne veut pas dire que les évaluateurs ne parlent pas de qualité, on va le voir plus tard, mais par contre, ça veut dire qu'ils emploient une axiologie, des jugements différents entre les 2 disciplines pour apprécier cette qualité scientifique, donc le contenu finalement du travail de recherche. Par contre, ce qu'on voit dans les critères de jugement commun, c'est l'attention au laboratoire comme organisation.
Donc il y a aussi, ça me fait aussi un petit peu penser à ce qu'Aline disait, sur l'idée en fait un peu comme construire les universités comme des sortes d'acteurs organisés. Et ben là, on voit ça à l'échelle des laboratoires. C'est en fait créer ou faire en sorte que les laboratoires soient organisés. Donc, quelle que soit la discipline, en tout cas dans les 2 disciplines observées, les critères valorisés, c'est la cohésion thématique de l'équipe de l'unité. Donc, j'ai noté le langage qu'on appelle indigène, donc les termes d'éparpillement, les termes d'atomisation qui sont utilisés, je les ai laissés comme ça, je ne les ai pas recodés pour montrer à quel point c'est ça, en fait, qui est... cette conception, elle va vers l'idée de faire des centres de recherche, finalement, des lieux de convergence des initiatives scientifiques. Donc, la recherche performante doit être pilotée et elle doit être aussi collective. Il y a cette idée de faire des manifestations scientifiques collectives. Et donc, ça s'oppose à l'idée que la science est le produit de trouvailles ou de réflexions solitaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les équipes en sciences humaines et sociales sont aussi encouragées, comme d'autres disciplines qui sont déjà structurées en fait autour d'équipements, de projets collaboratifs, à adopter ces mêmes modes finalement organisés de travail. Donc c'est d'ailleurs un stigmate souvent qui est porté par certains membres de l'AERES et donc par exemple par un physicien qui dit, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? En SHS, les difficultés, c'est des difficultés d'organisation. Il y avait 70% de gens isolés, c'est, je suppose, un chiffre un peu à la louche, de gens isolés ou semi-isolés, ça ne les choque pas qu'ils appartiennent à 4 laboratoires différents. Donc, il y a ce problème d'organisation. Donc là, la discipline, bien sûr, de ce discours est importante, mais il convient aussi de souligner à quel point cette conception-là, finalement, de l'atomisation des sciences humaines et sociales est aussi relayée par des représentants des SHS à l'AERES. Donc, par exemple, en géographie, c'est souvent la notion de culture de laboratoire qui va être mise en avant comme un marqueur un peu positif de bon fonctionnement de la recherche. Et les enquêtés dans cette discipline soulignent d'ailleurs que leur discipline a évolué au travers d'innovations méthodologiques. Par exemple, il y a eu le développement de la modélisation qui a conduit finalement à adopter des formes de travail beaucoup plus articulées autour de certains équipements et aussi autour d'une division des tâches, d'une division du travail entre différents personnels. Une division du travail qu'on ne retrouve pas forcément, par exemple, dans des disciplines telles que la littérature notamment. Et d'ailleurs, c'est dans cette discipline-là où cette question organisationnelle est la plus clivante. Donc souvent, les littéraires ceux enquêtés rejettent cette forme de travail qui ne correspond pas en fait à leur expérience sensible ou personnelle du travail. Ce que dit une des évaluatrices, j'ai toujours fait ma recherche dans mon coin, j'avais horreur des combinaisons de laboratoire, je considère qu'en lettres, ce n'est vraiment pas du tout la même chose que les sciences. Donc, souvent, ils ont recours à des références qui fonctionnent aussi comme des arguments d'autorité. Donc là, c'est vraiment les discours de gens qui viennent évaluer pour l'AERES. Donc, par exemple, ces arguments d'autorité, est-ce qu'on demande à l'Académie française de rendre un projet d'équipe ? Ils ont plein de grands intellectuels, mais ils ne font pas des ouvrages en commun. Ou encore, vous connaissez Fernand Braudel. Il a écrit En camp de concentration. Il a écrit l'essentiel de son gros livre sur l'histoire de la Méditerranée en camp de prisonniers avec presque rien. Et sortant de là, il a confirmé en travaillant tout seul. Et c'est ça qui compte, plus que beaucoup d'autres trucs qui ont été faits. Donc là, on a vraiment cette référence, cette image un peu d'Épinal du chercheur isolé qui peut penser et produire avec peu de moyens matériels. C'est le moins qu'on puisse dire par rapport aux références ici mobilisées. Et à l'autre extrême, il faut aussi noter qu'en littérature aussi, on trouve des défenseurs de modèles organisationnels qui caractérisent les autres disciplines. Donc là, je ne vais pas forcément faire une étude des déterminants sociaux de cette polarisation, mais les littéraires qui sont les plus promoteurs, les entrepreneurs en fait de réformes dans leur propre domaine, sont quand même souvent des personnes qui ont développé des méthodes d'analyse un peu différentes, par exemple en utilisant par exemple l'informatique à grande échelle pour traiter des corpus en littérature, par exemple. Et ce sont aussi des personnes qui ont été aussi des entrepreneurs institutionnels, donc par exemple qui ont fondé des centres de recherche, structuré des réseaux d'études à partir des années 90, et ce sont quand même ces littéraires-là qui ont un profil un petit peu particulier, qui défendent le plus ardemment ces réformes organisationnelles.
Donc finalement, ce qu'on remarque, c'est que parmi les représentants de la discipline en littérature, ils s'accordent sur la nécessité d'accompagner la structuration des équipes en véritable laboratoire de recherche comme les autres. Donc ils expliquent ça de façon assez revendiquée, hein, donc ce sont des disciplines indisciplinées qu'il faudrait discipliner. Donc une autre enquêtée dit, voilà, l'AERS, elle permet d'assurer un suivi assez rigoureux des équipes de recherche dans les universités françaises pour éviter peut-être certains abus qu'il y avait autrefois. Des équipes qui n'étaient qu'une couverture. Bon, là, elle arrête, elle ne veut pas en dire plus loin, mais j'ai d'autres entretiens. Le but, c'est que les labos fonctionnent le mieux et surtout de manière collective, que ce ne soit pas du tout une addition d'individualité, parce que c'est quand même un défaut majeur des labos en France. Donc, selon certains enquêtés, il y a vraiment une mise sur agenda de l'impératif de structurer les recherches beaucoup plus qu'avant. Et ça a quand même une certaine fonction coercitive, hein. Il y a des enquêtés qui disent que ça muselle en fait d'autres manières d'éprouver et de faire vivre voilà, une certaine qualité. Donc ce que disait voilà, un expert d'évaluation et président de comité en littérature, il est impossible de donner leur chance à des recherches intéressantes et individuelles, par exemple, ou menées par une toute petite équipe très innovante. Ça, vous ne pouvez pas, c'est absolument nié par les critères mêmes qu'on se voit imposer. Donc, on voit bien que ces critères-là, organisationnels, ils sont à même de destituer certains laboratoires de recherche sur l'échelle du prestige académique, par exemple. Alors, ce que j'ai fait pour objectiver ça, j'ai essayé de mettre en rapport les notes obtenues dans les différents critères et la note globale attribuée au laboratoire. Donc, à l'époque où je faisais cette enquête, il y avait 4 critères principaux. Donc, la production scientifique, bien évidemment, le rayonnement et l'attractivité, la gouvernance et la vie de laboratoire, la stratégie et le projet. Et ça donnait lieu à une note. Donc là, je vous ai mis en fait les notes, le détail des notes obtenues par 3 laboratoires qui ont fait l'objet d'une note globale B. Donc, il n'y en avait pas énormément, en fait, hein. La plupart, c'était quand même A+ ou A, et voilà, plus rarement B ou C. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ces rapports, c'est qu'on voit bien que la note A+ en production scientifique ne suffit pas pour obtenir globalement une bonne note. Voilà. Donc là, ces 3 équipes, elles appartenaient à des institutions réputées en sciences humaines et sociales. Donc, c'était notamment, ça date, on peut le dire maintenant, de toute façon, les rapports sont publics, l'École normale supérieure de Paris, l'École normale supérieure de Lyon, l'Université Paris 4. Donc là, la note B a donné lieu à des remontées fâchées, bien sûr, car elle apparaît vraiment comme un stigmate qui souligne voilà, à quel point la qualité des travaux individuels de l'équipe ne suffit pas pour que l'unité soit consacrée comme une unité de qualité. Et donc, il y a vraiment un effet comme ça de destitution, finalement, dans cette échelle du prestige. Donc, c'est un objectif, parfois, qui est assumé par une partie des évaluateurs qui indiquent que leur objectif, c'est pas seulement d'évaluer la qualité, mais d'évaluer des organisations de recherche. Donc, c'est aussi le sens qu'ils attribuent parfois à la visite sur site de l'unité. Donc là, je vous ai mis aussi un extrait. Je leur demande qu'observez-vous pendant la visite que vous n'observez pas à l'écrit, donc c'est-à-dire quand les gens remettent leur dossier d'auto-évaluation. Le délégué dit « On voit une anecdote. Une visite pendant laquelle nous étions dans une salle où le directeur d'unité était à une petite table devant. Derrière lui, il y avait une rangée avec les professeurs. Derrière, il y avait une rangée avec les maîtres de conférences. Derrière, une rangée avec les autres enseignants-chercheurs. Derrière, il y avait les doctorants. » Qu'est-ce que j'ai vu que je n'ai pas vu dans le dossier, c'est que la vie collégiale de l'unité n'était pas vraiment assurée, qu'elle avait un fonctionnement très hiérarchique. Autre exemple concret, on a assisté à un véritable pugilat entre les membres de l'équipe. Le jour même de la visite, ils s'entre-déchiraient. Quand la directrice a exposé son programme, elle s'est faite siffler. Ambiance. Ça donne des idées sur le fonctionnement de l'unité. Et effectivement, au fur et à mesure, on a vu que c'était géré de façon absolument extravagante. Ensuite, c'est traduit en langage très civilisé, très courtois. Le comité constate que l'harmonie collective ne règne pas. Mais la visite de l'ARS a une grande utilité parce que ça a fait le ménage. Donc effectivement, on a un ensemble d'injonctions qui sont portées à travers ces visites, à travers ce dispositif, pour aussi formaliser le fonctionnement global du laboratoire. Donc par exemple, l'idée de mettre des chartes
pour les doctorants, de mettre des chartes, de créer un conseil de laboratoire lorsqu'il n'existait pas, etc. Donc on voit à quel point les instruments de cette agence pèsent sur la définition organisationnelle des espaces de travail académiques. Alors une façon aussi de mesurer l'introduction des injonctions organisationnelles, c'est aussi de regarder un peu le format des évaluations dans le temps. Donc j'ai ressorti cette fiche d'expertise d'une équipe qui date de l'ancêtre de l'AERES, qui était donc la mission scientifique universitaire, donc qui s'occupait de l'évaluation des équipes en fait universitaires. Donc on voit pas très très bien. Donc c'était voilà une petite fiche standard où on voit le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs actifs, alors on pourra revenir là-dessus, et les critères. Donc les critères sont la qualité générale de la recherche, la qualité des publis, la qualité de l'encadrement des doctorants et puis des justifications. Donc ce que j'ai remarqué, donc 2 choses qui ont attiré mon attention, c'est que les critères essentiels concernent la qualité scientifique, l'encadrement doctoral, mais par contre, on n'a vraiment pas du tout de critères sur la question de la gouvernance, on va dire, de l'équipe ou de la façon dont l'équipe fonctionne, son organisation, sa vie de laboratoire. Ce n'est même pas un critère qui est formulé, en fait. Donc ça aussi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voit bien que l'idée du fonctionnement collectif ou en laboratoire n'est pas instituée au même titre qu'il l'a été quelques années plus tard quand l'AERES se met en place. Et un autre élément intéressant de cette source écrite est l'attention en fait très ancienne à cette question de qui sont les chercheurs publiants ou pas, parce que là, on voit qu'il y a cette rubrique déjà de chercheurs actifs. Alors là, l'évaluateur a mis un point d'interrogation. Je pense que soit il n'a pas compris la rubrique, soit il n'a pas les moyens de la renseigner. Mais du coup, il y a vraiment déjà cette attention à qui, dans l'équipe, fait un travail de recherche. Alors, on peut aussi supposer que le terme d'actif a été supprimé parce que l'antonyme inactif est aussi assez stigmatisant. C'est une hypothèse. Sachant que là, cette fiche d'expertise, elle n'était pas rendue publique, à la différence des rapports de l'AERES qui, par contre, font l'objet d'une publicisation. Donc, du coup, ça montre cette idée que ça fait longtemps qu'on essaye de calculer qui a une activité de recherche dite réelle. Et donc, ça m'amène à la suite de mon propos, parce que je voulais voir justement pour cette question de la quantification de la qualité, est-ce que finalement, il y a un lien entre la quantité qui est relevée des publications par l'ARS et la façon d'évaluer la qualité. Donc, c'est d'ailleurs le seul indicateur qui est vraiment formalisé, c'est cette question de taux de publiants. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir dans quelle mesure les évaluateurs vont utiliser ou pas cet indicateur pour apprécier finalement le travail de leurs collègues lorsqu'ils les évaluent. Donc, ce que j'ai fait, c'est aussi mettre en relation, donc très simplement, la distribution des notes des laboratoires pour le critère qualité académique avec les taux de publiants, finalement, de chaque unité. Donc, 100% de publiants, ça veut dire qu'ils considèrent, les évaluateurs, que tous les membres de l'équipe ont une activité de recherche soutenue, suffisante. Et puis, on a aussi des taux qui vont jusqu'à 45% dans l'échantillon. Donc, ça veut dire que moins de la moitié de l'équipe est considérée comme active en recherche. Donc, quand on observe ce tableau qui est très simple, ce graphique, on observe qu'il n'y a pas forcément une relation mécanique entre les taux de publiants, finalement, c'est-à-dire à quel point à quel point on a de nombreuses personnes ou pas qui sont actives en recherche, et la note obtenue, en tout cas pour avoir un A+. Par exemple, donc là, on observe qu'il y a dans mon échantillon, 3 équipes, 3 laboratoires dont les taux de publiants étaient inférieurs à 80%, qui ont quand même obtenu A+, en fait, aux critères production académique. Et par ailleurs, un taux de 100% de publiants donne pas non plus droit automatiquement à un A+. Tout le monde peut publier, mais il peut y avoir à la note inférieure à. Alors, il n'y a pas eu de B quand même, mais on voit que ça ne va pas donner directement un A+. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, du coup, je me suis permis de poser la question directement à mes enquêtés. Pourquoi faire compliqué ? Pour évaluer, est-ce que vous aviez des seuils implicites avec tant de publications, on met un A par exemple. Et donc là, le président m'éclaire bien, le président de comité m'éclaire, il dit non. Bien sûr, l'activité compte, mais il peut y avoir l'inverse. Il peut y avoir la situation où vous voyez qu'ils publient énormément, mais de façon désordonnée, hâtive, et vous pouvez leur dire « calmez-vous, publiez un peu moins et réfléchissez plus ». C'est sûr que la quantité joue un peu, parce que si je dis « je vais écrire un article génial dans toute ma vie, mais un seul article », même s'il est génial, on pourra vous dire « tu n'as pas beaucoup bossé ».
mais ce qui compte, c'est quand même qu'il soit génial ou pas. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir que la définition de la qualité académique, elle n'est pas dissoute dans des formes de quantification, ni saisie uniquement par des standards qui sont extérieurs en fait aux disciplines et aux valeurs des juges, des évaluateurs. Et plus souvent, ils adoptent d'ailleurs même une attitude de défiance, que soulignait aussi Aline, envers les outils de mesure qui leur sont prodigués. Ils n'hésitent pas à remettre en cause certains de ces outils dans leur pratique. Et ce résultat est aussi le même que, c'est pas propre aux sciences humaines et sociales, ça avait été aussi montré en physique notamment. Donc les frères, je crois qu'ils sont frères, Cole, avaient montré notamment qu'en fait le volume de publication d'un scientifique n'était pas corrélé avec le prestige et la reconnaissance que lui conféraient ses pairs. Plus précisément, il montrait, donc ça c'était en 67, que le nombre de publications s'est considéré comme un argument pour promouvoir des physiciens dans des laboratoires pas très renommés. Mais par contre, le système de récompense en vigueur dans les départements les plus prestigieux, c'est plutôt la qualité du travail et pas tellement la quantité. Donc, bref, tout ça pour dire que les universitaires, comme d'autres groupes professionnels, détiennent des compétences qui ne se laissent pas facilement enfermer dans des indicateurs formels. Alors maintenant, si on essaie de regarder plus précisément comment les évaluateurs jugent maintenant le contenu des recherches et la qualité des travaux de leurs collègues, alors là, du coup, c'est là qu'on observe une grande variation dans la façon de dire cette qualité en géographie et en littérature. Donc, si on regarde en littérature, donc là, il y a, les occurrences sont quasiment que en géographie. Les catégories plutôt présentes dans les rapports en géographie, c'est comme point fort les publiés en langue étrangère, dont en anglais, les publications dans des revues de rang A, nationales et internationales, et puis, voilà, c'est tout à fait cohérent finalement, une axiologie assez cohérente, augmenter le nombre de publiants, privilégier les publications dans les revues à comité de lecture de rang A et augmenter le nombre de publiés internationaux. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez convergent. Et ce qu'on remarque, c'est que ce type de point fort n'apparaît jamais en littérature. Là, ça apparaît uniquement en géographie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, voilà, il y a cette nécessité. Ce qui est valorisé, c'est clairement à la fois la quantité, donc augmenter le nombre de publiants, faire qu'il y ait plus de publiants, et puis les supports de publication qui doivent être dans des revues, dites internationales, etc. Donc là, on voit bien que les évaluateurs en géographie, ils vont s'ajuster à une échelle de valeur qui est dispensée dans les documents de l'AERS. C'est vraiment c'est vraiment une forme d'incorporation très directe des standards de l'AERS qui sont diffusés. Et ces standards ont d'ailleurs une vie après leur mort parce que les commissions de géographie ont arrêté de hiérarchiser les revues en rang A, B, C à partir de 2010, mais on remarque en fait que les évaluateurs continuent d'employer cette catégorie alors même qu'elle n'existe plus dans les rapports ultérieurs à 2010. Donc là, c'est une façon de redessiner la qualité en géographie. En littérature, les points forts qui sont les plus caractéristiques de cette discipline ne sont pas du tout sur le même registre. Donc, j'ai appelé ça la qualité, ça saute aux yeux parce que c'est une phrase en fait qui est donnée par un enquêteur en littérature. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une définition plutôt procédurale de la qualité académique qui ne vise pas en fait à orienter directement les comportements de publication. C'est pas publier plus, publier dans des revues dites internationales, mais ça concerne plutôt les modalités de validation scientifique qui ont cours dans les revues. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des critères contradictoires. Donc, en point fort, il y a le fait que la revue dispose d'un support de diffusion, une revue par exemple, qui est rattachée à l'unité. Et dans les points faibles, et dans les points améliorés, c'est quand même aussi publié en dehors des revues de cette unité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une oscillation entre respecter la structuration de la recherche telle qu'elle existe, c'est-à-dire qu'en fait, les laboratoires de littérature, ils se sont construits comment ? Souvent autour d'un projet scientifique dans une revue, par exemple. Donc, c'est aussi un produit de l'histoire de la structuration de cette discipline. Et puis, de l'autre côté, une tendance quand même à un peu encourager à ne pas s'auto-publier, etc., selon des standards extérieurs à la discipline, mais quand même assez limités, qui ne sont pas forcément très importants. Alors, pour recontextualiser ces résultats, il y a presque 40% des rapports en littérature qui n'évoquent aucun point fort concernant la qualité scientifique et presque 60% des rapports qui
ne présente aucun point amélioré concernant la qualité scientifique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les évaluateurs de cette agence sont assez discrets ou assez peu disers sur la question de la qualité scientifique. Enfin, on dirait que c'est pas là le lieu, c'est pas à l'ARS que se décrète finalement cette question de qu'est-ce que la qualité scientifique. Voilà, c'est vraiment des appréciations qui sont très très discrètes au sein de cette agence d'évaluation de la recherche dans ce domaine. Donc finalement, ils ont l'air de faire un assez faible usage de ces standards, notamment en littérature. Donc comment est-ce qu'ils fondent leur jugement? Et pour ça, je trouvais que c'était une bonne chose de montrer très directement un échange que j'ai retranscrit à la vitesse de l'éclair pendant qu'il se produisait sous mes yeux. Donc ce sont des notes d'observation d'une évaluation d'une équipe de recherche en littérature. Et donc là, c'était un échange sur la qualité scientifique de l'équipe. Ça a duré seulement 10 minutes, cet échange. Alors bon, j'ai pas pu tout écrire, bien sûr, sur les 90 minutes de la réunion finale. Donc on voit que c'est quand même pas beaucoup de temps pour parler de la qualité scientifique. Président du comité. Alors, bon, appréciation sur la production et la qualité scientifique. Donc ça, c'est le critère à renseigner. Je trouve que c'est particulièrement remarquable. Oui, j'avais déjà mis un A+. Ah oui, moi aussi. Alors, le délégué, bon, c'est l'assentiment général. Si vous avez le A+ en tête, maintenant, vous le justifiez. Parce que le A+, ça signifie que c'est bien, mais il y a quelque chose en plus. Il y a quelques pointures. Et ben voilà, ce sont des pointures. Alors, les supports de publication, ils animent une revue. Il faudra insister sur les points saillants, c'est-à-dire les domaines où ils sont particulièrement visibles. On souligne les éléments. Vous avez noté quoi? J'ai noté ça en style télégraphique. La présence de grosses pointures, l'attirance réelle au niveau des doctorants, oui. Des domaines d'excellence. Le délégué. Et le volume, la quantité, oui. Un volume de publication adossé sur des stats précises que nous avons. Et une revue, oui, une revue. Puis tout le monde ajoute des éléments. Bon, il publie pas mal, hein. Nous sommes d'accord. On passe au point 2. Donc là-dedans, en fait, ce qu'on voit, c'est que le niveau de qualité de l'équipe a fait d'abord l'objet d'un consensus qui semble assez spontané entre les différents évaluateurs, sans nécessiter l'appui sur des repères en fait partagés qu'ils devraient ensuite échanger. Et c'est dans un deuxième temps, pour répondre finalement aux demandes de l'ARS, qu'ils sont amenés à trouver des façons de justifier un jugement qu'ils avaient chacun spontanément et qu'ils avaient partagé. Donc finalement, c'est qu'à la fin qu'on voit un petit peu l'objectivation finalement de ce jugement, le volume de publication sur lequel insiste le délégué qui s'assure de la conformité du rapport aux critères de l'ARS. Donc voilà, du coup, c'est vraiment cette idée qu'on a en fait quelque chose qui ne procède vraiment pas de l'application d'un protocole, quoi. Et donc, j'avais aussi demandé ça aussi, voilà, comment faites-vous pour établir la qualité de la production scientifique? Il y a des formes de consensus qui existent, c'est-à-dire, on le sait, ça se dit, on sait que. Le bouche à oreille marche vite, et si vous voulez, moi je sais regarder une bibliographie. Je vois bien si quelqu'un a publié entièrement des trucs du genre de publication de vulgarisation uniquement, et pas de publication de recherche. Et puis, on le sait. Donc, ce jugement, comme on disait au début, suppose une certaine compétence qui est inscrite dans la compétence experte, qui procède de l'expérience du métier et qui repose sur un savoir qui est difficilement objectivable. On a bien ces notations, hein, on le sait, on le sent, ça se dit, voilà. Donc, du coup, ça montre bien que l'expert, c'est quand même celui qui sait et qui connaît, indépendamment de toute forme d'objectivation du jugement qui viendrait presque après coup, plutôt que comme fondement du jugement. Donc, pour systématiser un peu tout ça, on a des appropriations assez variables de ces outils et qui tiennent à plusieurs facteurs, hein, donc la position des disciplines dans le monde académique, la façon dont les membres conçoivent les réformes de leur pratique comme plutôt de l'intérêt de leur discipline, hein, pour se revaloriser, par exemple, dans l'échelle du prestige académique, ou plutôt comme une forme de menace qui pèse sur la façon de travailler et leurs croyances et leurs valeurs, d'une certaine manière. Et puis, cette appropriation variable, elle tient aussi aux ressources dont ils disposent ou pas pour faire valoir, lorsque c'est le cas, le fait qu'ils dénoncent ces standards et refusent de se les approprier. Donc là, par exemple, en géographie, on a bien un cas où ils mobilisent une échelle de valeur qui est en partie en décalage avec celle de certains membres de la discipline. Mais ils se les approprient un petit peu comme en économie, hein, où voilà, on a vraiment l'idée de discipliner les disciplines et d'accompagner les mutations en cours dans le domaine pour justement le rendre plus reconnu, le rendre plus prestigieux. Et symétriquement,
en littérature, on a un contournement de ces outils, mais ce contournement, il s'explique aussi par le fait que les littéraires avaient déjà réussi à résister avant à certaines injonctions et donc du coup, ils ont vraiment déjà réussi à faire échouer un système de classification des productions scientifiques et tout ça pour justement se prémunir de formes de contrôle exogènes. Voilà, donc du coup, voilà, je voulais rentrer un peu dans la mécanique du jugement scientifique, académique, en me disant qu'on pouvait s'approprier, avec ces cas qui sont un petit peu différents, on peut se les approprier chacun dans nos disciplines pour voir ce qui joue le plus. Et puis maintenant, voilà, je voulais peut-être terminer rapidement par une sorte de petite conclusion, pour essayer de voir un petit peu, rendre compte un peu plus globalement de l'environnement dans lequel ces évaluations prennent sens. Donc cette agence, c'est une institution qui ne cesse d'être critiquée avant même sa mise en place, qui est destituée, qui renaît presque toujours de ses cendres. Donc elle a connu plein d'évolutions, l'arrêt du comptage des publiants, l'arrêt de la notation, le changement de nom avec l'alternance politique, etc. Et récemment, enfin en tout cas l'année dernière, il y a eu un vote qui actait, qui en tout cas un vote de l'Assemblée nationale sur la suppression de l'HCERES. Donc pour l'instant, c'en est un petit peu au point mort, mais c'est intéressant de voir les interdépendances finalement entre contestation et production de l'action publique. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi critiquée ? D'abord, il y a des raisons qui tiennent à son intense bureaucratisation, mais aussi au coût humain et financier engagé dans cet exercice d'évaluation. Par exemple, c'est 24 millions d'euros de budget en 2024, et une part de la communauté académique estime que ces ressources seraient mieux utilisées en abondant aujourd'hui les universités qui manquent de moyens, par exemple. Et en ce sens, les critiques sur la bureaucratie ne sont pas du tout propres à la France, elles sont même encore plus exacerbées dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne, l'équivalent de l'HCERES. Ce ne sont pas des critiques nouvelles. Par contre, ce qui a rallumé la contestation, c'est la controverse sur la dernière vague en date d'évaluation des formations, qui a fini par aboutir à un résultat de 50% de mauvaise formation universitaire, donc d'avis défavorables initialement pour l'accréditation de ces formations. Donc, ces avis ont généré vraiment un sentiment de mépris généralisé vis-à-vis du travail universitaire. Et là, c'est vrai que ce caractère assez massif en fait, du discrédit qui est porté sur ces formations peut laisser penser à un certain parti pris politique dans la manière d'évaluer. Cette vague d'évaluation, elle concernait notamment des établissements en périphérie de Paris, surtout dans les sciences humaines et sociales et dans des territoires un peu délaissés. Et du coup, ça a pu renforcer finalement les critiques sur le soupçon d'opacité de cette agence, mais surtout de quel projet finalement politique sert-elle dans un contexte international quand même de défiance envers les sciences et bien sûr les sciences sociales qui ont été touchées par ces avis défavorables, mais aussi ce qui se passe depuis dans le monde, le monde dans lequel nous vivons. Donc la question qui se pose et qui me semble un peu irrésolue, c'est celle des conséquences vraiment de ces évaluations. Donc en France, on n'est pas dans la situation de nos homologues en Grande-Bretagne où en fait une évaluation négative d'un département entraîne la diminution automatique de la dotation publique du département et au niveau des individus, une augmentation aussi automatique des charges d'enseignement et d'administration. Donc c'est un algorithme qui est bien rodé. Mais même si on n'a pas une telle automaticité, dans le contexte d'austérité budgétaire couplée à une remise en cause des universités, ça peut aussi changer éventuellement la donne. Et donc la question du futur aussi de l'évaluation, donc un des arguments qui présidait à la création de cette agence, c'était de justement faire sortir la fonction de l'évaluation de l'État et des organismes pour essayer d'accroître son indépendance, pour essayer de prémunir des conflits ou des proximités d'intérêts et garantir une évaluation objective. Mais on peut quand même se demander dans quelle mesure cette objectivité n'est pas une fiction, dans la mesure où simplement les évaluations, elles sont prises dans un système institutionnel spécifique. Elles ont peut-être que une piste serait peut-être de sortir d'un discours sur l'indépendance ou la neutralité de cette structure et plutôt expliciter les objectifs des évaluations et ne pas prétendre s'abstraire en fait des conséquences très concrètes qu'elles peuvent avoir dans un contexte de restriction budgétaire. Et puis, finalement, ces vagues d'évaluation négatives qui peuvent aboutir à des remises en cause,
sanctionnent aussi, il me semble, des décennies de politiques universitaires qui ont misé surtout sur des dotations inégalitaires. Et donc finalement, quand les évaluations elles sont négatives, par exemple en raison du manque, par exemple, de personnel, comment ne pas y voir le résultat de ces politiques d'assèchement aussi du recrutement, par exemple des enseignants-chercheurs. Voilà, donc peut-être que le sens politique de ces évaluations, et là, bien récemment, donc le projet de d'une commission d'enquête du groupe LR du Sénat qui voudrait vérifier si les universités garantissent l'excellence, c'est tout nouveau. Donc peut-être que le sens politique de ces évaluations peut être aussi transformé si elles sont mobilisées, par exemple, par les présidences d'universités pour demander les moyens à la hauteur des enjeux de formation des citoyens. Voilà, donc c'est peut-être une petite touche personnelle un peu finale de cet exposé, je me le permets. Et puis je mets le lien d'une petite vidéo qui a été réalisée au Collège de France pour la vie des idées, où on me pose des questions sur l'HCERES, mais bon, je viens de parler longtemps, donc peut-être que c'est pas nécessaire. Voilà. Merci beaucoup.